Bonjour à tous, on évoque un sujet tabou aujourd'hui dans Quoi de neuf docteur, l'incontinence urinaire. Il s'agit pourtant d'une infection très répandue et qui peut être traitée. Sandrine Balisson, bonjour. Vous êtes physiothérapeute, vice-présidente de l'Association des physiothérapeutes spécialisés en urogynécologie et pelvipérinéologie. Avec nous également le docteur Serge Clément, bonjour, médecin généraliste à Nyon. Une première chose, qu'est-ce qu'on entend par incontinence urinaire? Il y a différentes formes d'incontinence. Alors absolument, l'incontinence urinaire, la définition, c'est une émission non volontaire d'urine qui peut se produire dans différentes situations. Pour répondre à votre question, on subdivise de manière assez générale les incontinences liées à l'effort, notamment lors d'éternuements, de rire, de toux, d'activité physique, et par opposition une incontinence type urge, où là on a véritablement un besoin irrépressible d'uriner et qui s'accompagne malheureusement parfois avec des lâchages d'urine. Et quelles sont les causes? Alors, pour l'incontinence d'effort, donc c'est souvent situationnel. On a ça chez les jeunes dames après un accouchement, avec des situations liées à un port de charge, à une activité physique, tout ce qui va comprimer en fait la cavité abdominale et avoir effectivement ce lâchage d'urine. L'incontinence urge, ou qu'on appelle également vessie irritable, c'est quelque chose qui survient plutôt en deuxième partie de vie, qui est une instabilité en fait de la vessie et qui va s'accompagner avec une émission d'urine dans un contexte de besoin impérieux, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas soumis à... C'est quelque chose qui peut provenir de manière... sans cause favorisante, je dirais. Est-ce que, Sandrine Balisson, il y a une différence entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'un sexe est plus touché que l'autre? Alors les femmes, en général, sont plus touchées que les hommes pour des questions purement anatomiques. C'est vrai que la femme a un orifice supplémentaire qui fait que ça fait quand même une zone de faiblesse au niveau de la musculature périnéale. On a une taille d'urètre qui change aussi, donc c'est vraiment le tuyau qui va de la vessie à la sortie. Et chez l'homme, il est beaucoup plus long et en plus il est coudé, donc ça ralentit quand même ce genre de choses. Et puis chez l'homme, il y a une prostate qui assure quand même une bonne partie de la continence. Et donc les hommes sont éventuellement touchés par l'incontinence plutôt quand ils ont été opérés de la prostate, mais c'est rare chez l'homme qu'il y ait une incontinence qui survienne comme ça à l'effort. C'est pas très fréquent. Je le disais en ouvrant l'émission qu'il s'agit encore d'un sujet tabou avec des conséquences sociales qu'on sous-estime souvent. Alors absolument, l'incontinence fait partie de ces motifs de consultation qu'on a de la peine à exprimer de la part du patient. Même auprès du médecin? Même auprès du médecin, il est vrai que dans la grande majorité du temps, les gens viennent avec une demande et l'incontinence n'en fait peut-être pas assez partie. Il est utile, nécessaire de la part du médecin généraliste de poser la question par rapport à l'incontinence dès 65 ans, notamment pour la dame. Et puis, pour les patients, de bien les informer, de les motiver à en parler au médecin généraliste, parce que c'est une problématique qui peut amener à des retraits sociaux, qui peut amener à des troubles anxieux, à des dépressions de la part des personnes qui en souffrent, simplement par crainte, par pudeur d'en parler, et qui, dans une certaine mesure, peut même aller jusqu'à 5 à 10% dans des cas à une institutionnalisation en EMS pour des problèmes qui n'ont pas pu être réglés en amont. Quel message, Sandrine Balisson, du coup, on peut faire passer pour les personnes qui seraient concernées, qui n'osent pas forcément en parler? Qu'elles doivent en parler. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de parler de son entorse de cheville à sa voisine que de parler de son incontinence, mais c'est vrai que... Alors, par contre, je ne suis pas sûre que tous les médecins généralistes posent la question à leurs patients. Au niveau du médecin, à mon avis, c'est vrai que la femme va régulièrement chez le gynécologue et c'est plus facile à ce moment-là d'en parler. L'homme, c'est peut-être un peu différent. Alors, pardonnez-moi, juste, vous me disiez aussi, Serge Clément, que votre patientèle, c'est essentiellement des hommes pour cette même raison, c'est qu'il y a un accès direct des femmes aux gynécologues et ce n'est pas le cas forcément des hommes qui n'ont pas de spécialistes attitrés pour ce genre de choses. Alors absolument, le médecin généraliste reste un médecin de première cour, mais le gynécologue est aussi, et sinon le premier médecin de recours des dames. Et c'est vrai que la problématique de l'incontinence urinaire
elle sera probablement plus rapidement abordée avec le gynécologue que le médecin généraliste. Et du coup, Sandrine Balisson, alors une fois qu'on a fait cette étape de dire on en parle. Voilà, c'est d'en parler. Et puis après, alors peut-être que le médecin généraliste ne sait pas quoi faire de la réponse finalement, mais c'est vrai qu'il y a assez de spécialistes, gynécologues, urologues, etc., pour pouvoir diriger le patient, parce que c'est vrai qu'il y a des solutions et que ça vaut le coup en tout cas d'en parler pour essayer de régler le problème, parce que c'est vrai que socialement ça peut être vraiment très handicapant. Il y a des gens qui sortent plus de chez eux parce qu'ils sont incapables de gérer leur incontinence, donc vraiment ça vaut le coup d'en parler et puis d'essayer de faire quelque chose. Alors les solutions, commençons par votre spécialité, la physiothérapie. Quel genre d'exercices sont réalisés par exemple ? Alors, en physio, on fait beaucoup de choses. Mais alors, c'est vrai qu'au-delà du traitement vraiment spécifique de la musculature, du périnée, etc., on va regarder, alors justement, par exemple, pour les incontinences d'effort, on va s'occuper de tout ce qui est pression intra-abdominale. Donc, on va traiter le diaphragme, on va apprendre aux gens à faire des efforts sans augmenter la pression sur l'abdomen, à faire des verrouillages de la musculature périnéale au moment de l'effort pour éviter les fuites. Pour tout ce qui est incontinence plutôt d'urgence, on va travailler beaucoup sur le comportemental, enfin plutôt sur les habitudes de vie en fait, sur le quotidien. Par exemple, d'uriner régulièrement, de boire suffisamment, parce que c'est vrai que les gens qui ont des incontinences ont tendance à diminuer l'apport hydrique en disant « je ne vais pas boire trop parce que sinon je vais faire pipi toutes les 5 minutes ». Fausse bonne idée. Fausse bonne idée, parce que plus l'urine est concentrée, plus elle va irriter la vessie. Donc il faut vraiment boire, avoir un bon comportement mictionnel, donc urinaire, uriner régulièrement, pas se retenir trop longtemps, etc., ce qui n'est pas forcément possible dans certaines professions non plus, malheureusement. Ensuite, on va donc au niveau... Alors, pour l'incontinence d'urgence, on va aussi essayer de travailler un peu sur le stress, parce que c'est vrai que c'est quand même très lié au côté un peu angoisse, panique. Est-ce que je vais trouver des toilettes? Est-ce que je vais arriver assez vite à la maison? Est-ce que... etc. Et on comprend mieux du coup les incidences sociales dont on parlait tout à l'heure. Oui, on le voit concrètement ici. Il y a clairement des patients qui connaissent toutes les toilettes de la ville, vraiment quoi. Ils sortent de chez eux, ils savent qu'ils vont aller de là à là, mais qu'en allant de là à là, ils vont pouvoir s'arrêter là pour aller aux toilettes ici, là pour aller aux toilettes là. Un vrai parcours du combattant. Un vrai parcours du combattant. Et du coup, Serge Clément, si la physiothérapie ne suffit pas, il y a d'autres solutions. Alors, c'est vrai que la physiothérapie s'inscrit dans le traitement d'une incontinence dès le moment où on a déterminé quel type de continence c'était. Bien évidemment, dans un premier temps, il y a quand même une évaluation clinique, alors soit générale, soit spécialisée. Il pourrait exclure des autres causes qui provoquent l'incontinence. Dès le moment où on a typiquement une incontinence type stress ou urge, alors il est clair qu'on a d'abord, dans un premier temps, une attitude non pharmacologique et la physiothérapie en fait partie. Il y a également des facteurs de risque qui sont l'obésité, qui sont la parité chez les dames, s'il y a eu des accouchements par voie basse, et combien y en a-t-il eu? Ça peut être des facteurs de risque pour une incontinence l'âge venant. Il y a également des médications qui peuvent provoquer une incontinence, notamment des médications antihypertensives, antidépressives, antihistaminiques. Donc parfois on se retrouve confronté à des traitements pour traiter une pathologie, mais on va en provoquer ou on va exacerber une autre. Et on parle aussi, pardonnez-moi, des solutions chirurgicales. Est-ce que ce sont des solutions, c'est vraiment en dernier recours qu'on devrait avoir affaire à ça? Alors, la solution chirurgicale arrive en deuxième et troisième ligne de traitement exactement quand les traitements symptomatiques, qui malheureusement parfois n'ont pas une bonne efficacité sur certains symptômes d'incontinence, c'est vrai qu'il y a des prises en charge mini-invasives, notamment donc, par le gynécologue, qui sont, alors je ne vous passe les détails, mais ce sont des bandelettes en fait, qui permettent de resserrer l'urtère. C'est un abord vaginal qui se fait en ambulatoire, c'est quelque chose qui se fait de routine, comme j'ai compris. Ensuite, des chirurgies plutôt invasives, mais alors qui sont vraiment destinées à des personnes, c'est quand même des prises en charge assez lourdes, rares, pour lesquelles le gynécologue chirurgien est compétent pour faire ça. Mais c'est vrai que dans ma pratique, je n'ai pas tellement l'occasion ni de référer, ni d'avoir d'expérience à ce sujet, quoi. Sandrine Balisson, qu'est-ce que vous répondez à un patient qui viendrait vous dire « mais écoutez, moi, j'ai pas envie de faire tous ces efforts », parce que ça demande évidemment des efforts physiques, la physiothérapie. Je préfère la chirurgie parce qu'au moins c'est fait, puis on n'en parle plus. Oui, alors non, c'est pas des efforts dans le sens que on va pas lui demander de faire 150 contractions dans son canapé tous les dimanches, etc. L'idée, c'est vraiment d'intégrer
une nouvelle façon de faire au quotidien. Ça veut dire prendre l'habitude de verrouiller son périnée, éviter les surpressions abdominales, éviter la constipation, ça c'est vraiment une grande cause d'incontinence. On va lui apprendre finalement à intégrer tout ce qu'il a appris dans son quotidien pour que ça devienne automatique et qu'il n'ait plus à s'en soucier. Est-ce qu'il y a une manière de prévenir l'incontinence ? Alors, limiter les facteurs de risque, donc on a vu effectivement, c'est l'obésité, c'est la constipation, c'est la parité, donc le fait d'avoir eu des enfants, c'est bon, après, il y a évidemment certains métiers, etc. On ne peut pas dire aux gens de ne pas travailler, on ne peut pas dire non plus aux gens de ne pas avoir d'enfants. Par exemple, quels métiers sont plus à risque que d'autres ? Tous les métiers lourds, où on porte lourd, mais il y a des charges à porter. Il y a des charges à porter, mais aussi tous les métiers comme vendeuse, par exemple. On n'a pas le droit d'aller faire pipi entre 8h et 1h de l'après-midi. Et donc ça, Clément, ça peut augmenter le facteur de risque, le fait de devoir se retenir constamment et régulièrement ? Oui, ça peut être une cause, effectivement. L'hygiène, enfin ce qu'on appelle les habitudes de vie, l'hygiène par rapport à ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quand elle est suivie, quand elle est régulière, quand elle est adaptée, va permettre de prévenir, autant que faire se peut, une incontinence l'âge venant. Mais c'est vrai qu'on est confronté aussi à des impératifs sociaux, professionnels, qui dans certaines situations sont compliqués. C'est vrai que dans certaines situations, ouais, il y a des personnes qui malheureusement sont plus à risque que d'autres. Serge Clément et Sandrine Balisson, merci beaucoup pour votre présence. On l'aura compris, le message principal, c'est parlez-en, ce n'est pas un tabou, en particulier aux médecins généralistes en premier lieu. Mais déjà, j'imagine à son entourage, est-ce que c'est un premier pas aussi de le faire, Sandrine Balisson ? Oui, c'est un premier pas. C'est pas forcément facile, mais c'est un premier pas parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont touchés. Donc on n'est pas seul. Exactement. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. À tout bientôt pour une nouvelle émission de Quoi de neuf Docteur. Ciao. Cette émission est soutenue par le réseau Delta, qui rassemble 600 médecins de famille en Suisse romande.